au nom de la faculté de droit de Chambéry et de son centre de recherche, de CEDEPOC, que vous connaissez peut-être, c'est le Centre de droit public et privé des obligations et de la consommation. Je vous souhaite la bienvenue ici, au Musée des Beaux-Arts de Chambéry, pour cette journée de réflexion sur les méthodes de la recherche juridique. Alors, nous sommes certes au Musée des Beaux-Arts, mais il s'agit bien d'un colloque du CEDEPOC, des juristes de la faculté de droit de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Alors, le CEDEPOC dispose d'un axe de recherche dédié aux études critiques, à côté d'autres axes comme les contrats à responsabilité ou des objets particuliers comme la montagne ou le soleil. Et ce séminaire s'inscrit naturellement dans le cadre de l'axe sur les études critiques, un axe qui a été notoirement renforcé ces 10 dernières années, notamment par nos collègues, alors Sébastien Pimon, moi, aujourd'hui à Sciences Po Paris, mais ancien de la maison, et membre associé du CEDEPOC, et Vincent Forêt, idem, aujourd'hui à McGill à Montréal, et associé aussi au CEDEPOC, ou encore Alexandre Guigues et Geneviève Pignard, lesquels, je le rappelle, ont fondé la revue que vous connaissez, que soutient le CEDEPOC, la revue Jurisprudence Revue Critique, dont je tiens le dernier numéro en main. Le droit entre théorie et critique, sous la direction de Jules Saada et Mikhail Tsifaras, un numéro dont nous avons quelques exemplaires ici, vous pourrez en récupérer si vous le souhaitez. Plusieurs d'entre vous d'ailleurs ont été ou sont encore membres du conseil scientifique de cette revue, et laquelle pourrait, et Sébastien en parlera, sans doute publiera sans doute les actes de cette journée. Alors le thème du jour intéresse autant les jeunes chercheurs qui ont besoin de repères méthodologiques que des chercheurs plus aguerris qui souhaitent transmettre leurs analyses et autres propositions méthodologiques. Nous avons tous connu des problèmes méthodologiques ou utilisé des méthodes, consciemment ou non, et on fait parfois de la méthode que M. Jourdain, dans le Bourgeois gentilhomme de Molière, faisait de la prose, c'est-à-dire parfois même sans même le savoir. Alors, traiter ce thème est donc particulièrement opportun, d'autant qu'il n'existe pas de recueil décrivant clairement le processus créatif des juristes, nos écrits. Nos méthodes ne sont pas toujours affichées, ni décryptées par ceux qui les emploient ou ceux qui nous observent. Quelle est la part d'intuition, de bricolage, quelle dose d'empirisme, de dogmatisme, de comparatisme, quels emprunts à d'autres disciplines? Ce sont là autant de sujets qui sont parfois d'ailleurs balayés d'un revers de main comme s'il s'agissait d'évidence, mais pas toujours facile à qualifier. Alors comme l'indique le texte qui introduit le séminaire, avant d'engager un travail de recherche, on se pose toujours la même question: quelle démarche entreprendre, quels matériaux, dans quel but? Personnellement, les questions de méthode apparaissent différemment selon l'objectif de la recherche. Et j'ai été souvent désarçonné par un manque méthodologique, notamment pratique, s'agissant de la collecte de données. Alors, je peux faire état de quelques expériences, mais à côté de la méthodologie, on va dire de l'écriture, la grammairienne, de la méthodologie facilitant la problématisation, il y a aussi parfois une méthodologie de l'accès aux données, de la collecte de données, qui est souvent d'ailleurs négligée. La méthode de récolte des données juridiques, avant analyse ou après, ou pour confronter des analyses, est assez peu abordée et fait typiquement partie de ce que j'appellerais les évidences. Les évidences, et je suis même parfois honteux de l'avouer, c'est-à-dire que on peut avoir des difficultés à accès à certaines données, mais on ne va pas forcément en faire état. Je me souviens d'un processus de recherche que nous avons mené au CEDEPOC, notamment sur, certains y ont participé ici, sur l'œuvre législative de Vichy, et les juristes positivistes ont dû se plonger dans les méthodes des historiens du droit ou des historiens tout court, avec un manque méthodologique certain, qui a déjà notamment fréquenté les archives municipales ou départementales saura de quel type de méthode je parle. Et on est plongé parfois devant
des questionnements assez surréalistes. Que faire de notes retrouvées sous la poussière d'un dossier manuscrit qui complète des textes anciens, notamment sous Vichy. La période de Vichy, pour le cas que je cite, nous a particulièrement intéressé au niveau méthodologique. À l'époque de Vichy, il y a trois types de journaux officiels en France, publiés en parallèle, à Alger, à Londres, bref. Tout ça nous a posé beaucoup de questions qu'il a fallu résoudre. Voilà pourquoi, en tout cas, cette journée d'études a pour objectif de présenter autant que de discuter d'un certain nombre de propositions méthodologiques susceptibles d'être appliquées à la recherche en droit. Et voilà pourquoi nous allons analyser des discours, entendre des récits d'expérience, afin de mieux cerner le processus et les démarches raisonnées destinées à servir nos buts scientifiques. Alors, au nom du CEDEPOC, nous remercions vivement les éminents intervenants qui nous font le plaisir, l'amitié d'être là aujourd'hui, de participer à ce projet. Nous avons plaisir à vous revoir ou à vous connaître, venus de différentes universités françaises. Je salue aussi les participants, les collègues et les nombreux doctorants présents. Et plus spécialement, je félicite les membres du comité scientifique de cette journée. En premier lieu, Mota Aref Abdesaloud, notre jeune docteur de la faculté, en association avec Sébastien Dumont, qui prend la parole dans quelques secondes. Nos remerciements s'adressent aussi à l'Université Savoie-Mont-Blanc et ses partenaires, notamment le Conseil Savoie-Mont-Blanc, qui ont honoré le colloque d'une subvention. Remercions aussi Sophie Pardoen, la responsable de la communication de la faculté, et bien entendu une mention toute spéciale à Caroline Fauveau, notre ingénieure d'études, que vous avez vu là-bas, et qui a œuvré pour la mise en œuvre de ce séminaire et dont le dynamisme doit être publiquement salué. Je vous souhaite une excellente journée de travail, entrecoupée seulement de 2 pauses café. Et alors pour cela, vous vous adresserez au bar qui est juste à côté, dans cette enceinte, et il suffit de montrer ce fameux autocollant qui vous permet d'avoir accès sans payer à vos consommations. Ils nous auront ensuite... Après, si on prend trop de café, ça va être gênant. Et puis, il y aura bien sûr le buffet déjeuner à partir de 12h30. Vous êtes tous conviés également ici, à 13h. Okay. Merci pour la précision. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée de travail. Merci Jean-François. Alors, à mon tour évidemment de remercier le CEDEPOC, de remercier la faculté de droit. Je veux aussi remercier tout particulièrement Mota qui a organisé le séminaire. Et vraiment, je trouve que c'est un travail extraordinaire. Voilà. Je voudrais aussi, alors en tant que co-responsable, je sais pas comment dire, de jurisprudence revue critique, remercier tous les intervenants et leur dire que s'ils ne le savent pas déjà, ils sont contactés après pour leur demander s'ils acceptent de contribuer à un numéro de jurisprudence. Nous verrons ça après, ne fâchons personne maintenant, pas à l'orée de discussion. Et puis, je voudrais revenir au remerciement que j'ai adressé à Mota Ouettel. Voilà. Je voudrais l'avoir. Car grâce à ce séminaire, elle m'offre à moi, qui ai co-dirigé sa thèse, une sorte de séance de rattrapage. Car enfin, la question des méthodes, que dois-je faire ? Comment dois-je le faire ? C'est posé entre nous et je ne suis pas sûr d'avoir bien su répondre. Donc voilà, une nouvelle chance pour moi avec ces propos introductifs. Donc voilà, ces propos introductifs ne regardent que Mota. Vous pouvez alors pour les uns préparer vos interventions et pour les autres regarder vos courriers électroniques. Alors, afin d'introduire notre journée d'études sur les méthodes de la recherche, je voudrais questionner ce que l'on nomme méthode, en éclairant, mais vraiment chemin faisant, ce que l'on entend par recherche juridique. Et puis, pour le faire, je partirai d'abord de l'expression méthode au sens le plus large possible, comme une poursuite, comme un effort, afin d'atteindre une fin,
un cheminement, un chemin à prendre afin d'arriver à un résultat. La méthode mise en œuvre par un chercheur en droit, et je songerai ici plus particulièrement de la thèse, c'est ce qui va m'intéresser, est toujours une activité qui permettra la publication, la soutenance d'un texte. Je souhaite plus précisément questionner d'abord la nature de cette activité, une activité technique qui arrive à une théorie de la connaissance, à une conception de la science ou d'une absence de science, mais qui est aussi une activité qui a une connotation éthique, qui a une connotation politique. Puis j'aimerais voir la méthode, la méthodologie comme l'exercice d'une liberté. Il faut choisir une méthode, et ce choix n'est jamais vraiment clair, et par surcroît, il faudrait idéalement n'être jamais dupe de son choix. Et puis, j'aimerais enfin, dans un troisième temps, imaginer la méthode, ce chemin à prendre, comme une entreprise collective, en ce qu'elle suppose évidemment le choix d'un chercheur, mais aussi l'aide d'un directeur de recherche, d'une directrice de recherche, et je voudrais m'arrêter sur ce point aussi. Alors, quel chemin prendre et quel chemin faire prendre à ceux qui, en attendant de devenir nos collègues, nos amis, nous confient la charge de les accompagner. Il y a là un problème d'orientation pour les universitaires que nous tâchons d'être, une question technique qui, comme je le disais, porte sur l'engendrement, la constitution de la connaissance juridique. Et réfléchir nous approche de la méthodologie, c'est-à-dire une réflexion a posteriori sur les méthodes juridiques ou sur les méthodes scientifiques. Il y a là aussi une interrogation, ce que je disais il y a un instant, pour les femmes et les hommes que nous sommes, une question presque morale pour les directeurs de recherche. Et ces deux questions, une question technique, une question morale, me semblent inextricablement liées, en tout cas dans mon expérience. Une directrice, un directeur de recherche doit indiquer à celui qui entend écrire un travail académique en droit, écrire un travail académique, quel est l'ensemble des démarches à suivre, quel est l'ensemble des efforts à produire afin d'aboutir au résultat escompté. Que lire, où lire, comment écrire, à qui faire relire, pas simplement à moi, merci, et puis plus abstraitement, évidemment, quelle démarche intellectuelle réaliser, et puis en ligne de mire de cette méthode, très rapidement dessinée, il faudra que le travail entrepris, une fois rédigé, soit susceptible de correspondre à des canons, qui sont ceux qui sont opposés, alors en France, section 1, 2, 3, du Conseil national des universités, ou être jugé par un jury, comme un jury d'agrégation. Je disais une responsabilité pour le directeur, et puis évidemment, cette responsabilité, elle est amusante parce qu'elle est transmise à l'auteur du texte, c'est lui qui va devoir soutenir, c'est lui qui sera jugé, alors indirectement sans doute le directeur de recherche aussi, c'est celui qui a écrit, qui endossera sa méthode, et la méthode, elle est finalement toujours personnelle. Et d'ailleurs, on entendra des récits de méthode qui sont des récits personnels. Répondre à la question du chemin à prendre, répondre à la question du chemin conseillé de prendre, comme vous le savez, alors si il y a beaucoup de chances pour que dans la salle ce soit ça, il y ait des gens qui aient entrepris des thèses ou des gens qui aient dirigé des recherches, n'est pas simple pour toute une série de raisons. Et d'abord, pour la raison sur laquelle il n'existe pas une méthode unique, une unicité méthodologique. Je vais parler dans les facultés de droit. Rien qu'à partir de la distinction droit-sciences du droit, on pourrait broder ici, ou je pourrais en faire des tonnes en disant, ben là, il y a un art. Et puis là, il y a plutôt une activité scientifique. L'art qui poursuit un objectif, interpréter, appliquer, mais aussi connaître dans le contexte de son application le droit. Il y a une méthode ici, cet art est une méthode dogmatico-doctrinale, une méthodologie, une technologie doctrinale, une écriture descriptive particulière, la production d'un discours ordonné, qui ne demande pas d'ailleurs d'être qualifié de scientifique, parce qu'évidemment la scientificité du propos correspond à une certaine méthodologie, est ici aussi en question. Cette distinction droit... science problème grave, j'espère ? Non. Cette distinction droit-science du droit, évidemment, ne règle aucune question, on peut en discuter, même si elle est importante, d'un simple point de vue technique. D'abord parce que certains se demandent, mais est-ce que la science du droit existe ? Ce qui est corrélé évidemment à une conséquence méthodologique.
Si on admet que cette science existe, on va s'interroger sur le point de savoir si elle doit être pure, normative ou impure, comprendre empirique, ce qui mécaniquement a des conséquences dans l'ordre des méthodes. De plus, s'agissant, si on accepte de classer ces sciences qui ont le droit, alors le droit comme discours, le droit comme pratique sociale, si on accepte de dire qu'il s'agit des sciences ou de sciences humaines, l'empire des méthodes scientifiques pourrait être menacé immédiatement. Des méthodes particulières, s'agit-il de comprendre, s'agit-il d'expliquer, ou même en disant toute méthodologie est inutile pour plusieurs raisons d'ailleurs, soit qu'on pratique un anarchisme méthodologique, pas de méthode ici, mais on parle de méthode a priori, ou soit que l'on dise dans les sciences humaines, d'ailleurs ici on aurait un argument juridique en Montvillers, en pensant à Gadamer ou dans les sciences humaines, la méthodologie scientifique, la méthodologie, l'idée de méthodologie ne sert pas à grand-chose. Alors, compte tenu de ces incertitudes, à propos de ce qu'est la recherche en droit et corrélativement de ce que pourrait être la méthode de la recherche juridique, il existe une nécessité de choisir. Et dans la petite communauté, alors je ne sais pas comment dire, la petite association, la petite société, la petite union formée par un doctorant et son directeur de thèse, superviseur comme on dit parfois, il est donc nécessaire de discuter, de dialoguer. Et parfois il revient au directeur de recherche d'infléchir un choix en disant non, vous ne pouvez pas étudier la question de la cession de créance d'un simple point de vue empirique, ou en disant écoutez, s'il vous plaît, il est nécessaire d'introduire dans votre travail plus de passages techniques, montrer que vous savez pratiquer la dogmatique. Alors il y a là des questions qui sont complètement arrimées évidemment à une question de connaissance, à une idée de la recherche, une idée de la connaissance, mais il y a aussi des questions qui sont immédiatement stratégiques. C'est-à-dire, que doit-on faire pour obtenir un poste? Que doit-on faire pour obtenir une titularisation, une publication ou de nombreuses citations? La question n'est donc pas simplement ou proprement technique, et évidemment ici on pourrait encore creuser ce sillon en disant aucune méthode n'est neutre. Toute méthode laisse en transparence percevoir où ça rime ou se lie à une conception philosophique, à une conception politique. Évidemment, ici, il est nécessaire de ne pas être naïf, parce que quand on rédige un travail, on peut se dire on ne va pas me prêter des mobiles politiques parce que je fais de la sociologie. Ben, méfiez-vous, si vous ne le pensez pas, vos lecteurs le feront pour vous. À ce point, excusez-moi, après avoir dressé comme ça une sorte de panorama très largement dessiné sur la nature de la méthode, qui est technique, éthique, politique, enfin, qui pourrait être relevée de l'ensemble de ces domaines, la méthode peut trouver une consistance plus précise, et on peut, je crois, en mesurer la complexité. Alors une complexité qui se pose à deux personnes, qui sont les deux acteurs de la petite union, de la petite communauté que j'ai désignée tout à l'heure, celui qui recherche, celui qui endossera le jour de la soutenance et le jour de la publication la responsabilité scientifique, la responsabilité devant une communauté, et puis l'activité du directeur de recherche, que j'aimerais aussi décliner sous l'angle d'une responsabilité. Alors pour le chercheur, évidemment, la question est technique, et ici on peut affiner ce que l'on appelle méthode. L'idée de méthode est toujours celle d'une direction définissable et régulièrement suivie dans une opération de l'esprit. Ainsi, le discours académique sur le droit, l'objet déterminé, si j'ose dire, de l'opération de l'esprit dont je parlais à l'instant, est enchâssé, localisé, encastré dans plusieurs ordres de discours. On songe par exemple immédiatement dans les facultés de droit à celui de la dogmatique ou de la technique juridique, qui est celui de l'application de la connaissance du droit dans le contexte de son application, mais on pense aussi à celui de la science, des sciences sociales par exemple, qui commandent pour partie à la production de la connaissance sur le droit. Et ici, en se connectant à la science sociale, nous trouverions, et c'est l'endroit d'une introduction de le dire, des définitions plus précises encore des méthodes. Je cite ici Jean-Guy Bellé. Pour les sciences sociales, les méthodes peuvent être plus précisément présentées comme un ensemble de démarches raisonnées, déterminées, en fonction des objectifs d'une recherche et codifiées par des règles ordonnant les différentes phases, en particulier le choix de techniques adéquates. Résultat, il existe des lieux distincts, il existe des frontières, certaines sont faciles à franchir, il existe des droits à payer,
et corrélectivement, une cartographie des activités savantes des juristes est nécessaire à formuler. Je regarde Antoine Jameau, il en avait formulé une magistrale dans le premier numéro de Jurisprudence. C'est sans doute l'un des enjeux de notre journée, que de donner à voir, de donner à découvrir, de redévoiler cette cartographie, car elle permet de faire des choix. Si vous vous situez ici, vous ne vous situez pas là. Et si vous vous situez ici, vous pourrez imaginer que c'est telle méthode que vous aurez à mettre en œuvre. Pour le faire, d'ailleurs, notre journée va nous permettre de porter deux sortes de regards, et je trouve ça intéressant. Il existe évidemment des modèles, il existe vraiment évidemment des théories, des catégories, des principes qui puisent ou qui s'inspirent de la théorie de la connaissance, de la méthodologie du droit, de la méthodologie des sciences juridiques, de l'épistémologie, de la gnoséologie, tout ça, ici et là, et qui nous donne des matériaux. Il faut mobiliser ces ressources. Et puis, il est aussi nécessaire, alors tout à la fois plus modestement, mais aussi d'une manière qui me semble tout à fait efficace, comme si on mettait en place une sorte de méthode expérimentale pour savoir ce que sont les méthodes de la recherche du droit, de s'appuyer sur des récits d'expérience. Et je trouve donc cette double approche assez intéressante. Alors, ici, je ne le rappelle pas parce que j'imagine que cela sera fait dans la journée, mais nous avons tous à l'esprit un certain nombre de cartographies qui pourraient servir de choix, qui pourraient aider à choisir les méthodes, comme si on avait le choix, mais je vais revenir sur ce point dans un instant. Certaines sont post-weberiennes, d'autres post-artiennes. Quand je dis post-weberienne, c'est point de vue du juriste, point de vue du sociologue, ou point de vue interne, point de vue externe, ou sciences sociales, droit dogmatique, ça c'est Carbonnier sociologue, ou Carbonnier juriste, sciences proprement juridiques, ou sciences auxiliaires. Je laisse ça de côté, j'imagine qu'on va parler de cela dans notre journée. Quoi qu'il arrive, je disais, ceci est important pour faire un choix. Et évidemment, ce choix n'existe pas toujours. Enfin, ce choix, idéalement, il devrait exister, être libre et éclairé. Ce serait le rôle d'un directeur de recherche que de dire si vous voulez travailler comme ça, je n'en suis pas capable, allez voir quelqu'un d'autre, ou nous devons travailler comme ça, ou pour des buts, dans un but stratégique, il faudrait travailler de cette manière ou d'une autre. Au fond, si je m'intéresse donc à celui qui entreprend la recherche, ce qu'il faudrait faire idéalement, c'est faire un choix ou supporter le choix de son directeur de recherche et ne jamais en être dupe. C'est-à-dire ne jamais accepter l'assignation, qui est peut-être une assignation disciplinaire et une assignation méthodologique, à laquelle ceci conduit, c'est-à-dire être véritablement lucide sur ce que l'on fait. Il y a là une question qui n'est pas simplement une question pour rire, enfin je veux dire une question pour la beauté de la question, mais c'est une question complexe et qui me semble une question déterminante, car enfin, je le rappelle, il va falloir l'endosser, ce choix méthodologique, à l'issue de ce travail. C'est vous qui allez soutenir. Et puis c'est une question qui est proprement liée à une théorie de la connaissance, car enfin, si j'applique une méthodologie, évidemment, je vais produire un discours, je vais comprendre d'une certaine manière les textes que j'ai à interpréter, et le texte que je vais écrire, décrivant ce que je comprends, recouvrira le monde des pages qui seront écrites. Il y a des objets que je ne verrai pas si j'applique une méthode dogmatique, il y a des objets qui n'apparaîtront jamais à ma conscience, et il y a des objets qui pourraient apparaître si j'appliquais une autre méthode. La question ici serait donc, pour quelqu'un qui entreprend une juriste, comment faire pour être juriste? On vous demandera de l'être. Mais aussi historien, mais aussi sociologue, mais aussi philosophe, mais aussi économiste. Comment faire pour être et, afin que le monde ne nous échappe pas? La question est hyper naïve, elle est sans doute marquée par une forme d'idéalisme. Néanmoins, en lisant le programme de notre journée d'études, j'imagine pouvoir trouver 3 réponses. Alors, sans avoir entendu les interventions des uns et des autres, je vais imaginer, donc je ne vais pas donner de nom. Voilà. Parce que c'est une question de responsabilité ici encore. Tout d'abord, la réponse à cette question peut avoir une coloration philosophique, bien sûr. Elle repose sur l'idée de la critique, d'une pensée critique, ou d'une critique à proprement parler. Une critique comme une vertu, une critique comme une attitude, une volonté de résistance aux assignations disciplinaires. Il s'agirait ici
en quelque sorte de nourrir perpétuellement la décision de s'arracher à la minorité dans laquelle la relation avec notre directeur de thèse nous place. C'est-à-dire ici de devenir majeur, c'est-à-dire d'être capable d'oser savoir contre son père, contre sa mère, y compris contre ceux qui nous jugeront, c'est-à-dire peut-être même contre sa communauté, d'oser être son propre ennemi, ainsi pouvoir marcher d'un pas assuré. Alors vous me direz, ça c'est une promesse de kamikaze, n'est-ce pas? Soit un vœu pieux, soit une promesse de kamikaze. Pas forcément, parce qu'après tout, si on croit au progrès scientifique, peut-être ne croyez-vous pas, et ça m'importe assez peu, mais si on veut même définir à ce que peut être la recherche, c'est bien, je cite ici un auteur qui n'est pas du tout, comment dirais-je, subversif, il s'agit de Raymond Aron, mais lecteur de Weber, l'absence de restriction au droit de discussion et de critique qui s'applique non seulement aux résultats, mais aussi évidemment aux fondements et aux méthodes. Deuxième réponse, une réponse plutôt historique. L'idée de critique, en tant que résistance aux assignations disciplinaires, aux assignations méthodologiques, trouve corps dans l'histoire, après tout. Un moment a existé où les juristes ont cherché à faire les méthodes des sciences sociales naissantes. Les récits de ce moment sont passionnants, ils témoignent d'une lutte et aussi d'un échec, sans doute, important, la lutte, l'échec aussi, qui finalement a vu la réinstauration d'un régime disciplinaire très fort, le triomphe des techniciens, des méthodes dogmatico-doctrinales. Ceci dit, la théorisation de ce moment est un formidable réservoir d'instruments afin de conceptualiser nos pratiques actuelles. Quand je dis d'instruments, d'outils, d'armes, on peut s'en servir. On peut utiliser ceci pour essayer de déjouer les assignations disciplinaires et d'assumer la responsabilité de ce que l'on pourra soutenir. Enfin, il existe aussi des pratiques. Dans le programme, je le lis, voilà, les récits d'expérience. Le récit d'expérience dont je parlerai le mieux, c'est sans doute le bricolage. Et je laisserai évidemment le suspense jusqu'à la fin de l'après-midi, mais comment faire pour essayer très concrètement dans les textes que nous écrivons, en n'étant pas des ingénieurs, des spécialistes, mais simplement des bricoleurs, pour déjouer les assignations disciplinaires, pour essayer de se saisir d'autre chose, même si on n'a pas forcément la légitimité pour s'en saisir, si l'on se prend pour un spécialiste de la matière, ce que, évidemment, nous ne pouvons pas être. Je reprends et je conclus, car je dois parler pendant 20 minutes. La méthode est une activité qui conduit à un but, un chemin, sa nature est technique, elle est aussi sans doute politique, éthique. Il s'agit de l'activité qui repose sur un choix, qui engagera finalement la responsabilité de celui qui endosse ce choix, c'est-à-dire du chercheur, de l'auteur du texte qui prétendra se rattacher à un champ disciplinaire. Mais ce n'est pas tout, et je voudrais terminer par là. C'est aussi une implication du directeur de recherche. Je ne veux pas dire ici que je voudrais que notre journée d'études porte sur la méthode de la direction de recherche, bien sûr. Mais il me semble que celui-ci est impliqué dans les choix qui sont faits par celui-là. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où une directrice, un directeur de recherche, indique un chemin, et si ce chemin est critique, c'est-à-dire si ce chemin n'est pas le chemin habituellement suivi, alors cela pourra reposer sur une philosophie, une histoire, des pratiques, on peut imaginer qu'il lui incombe aussi un devoir, qu'il s'oblige en quelque sorte à prendre soin que la route soit bien dégagée. Le chemin, ce chemin-là. Les questions que je vais poser se posent surtout à moi, et je m'excuse d'avoir à vous infliger ça, mais enfin. La méthode, c'est sans doute notre action collective, nous qui accompagnons des doctorants. Et l'activité qui consiste à indiquer une démarche à suivre afin d'aboutir à la production d'un écrit scientifique n'est évidemment pas elle-même neutre, et elle n'a pas à l'être. Ce que je veux dire, c'est que la question qui se pose à nous, c'est la question de l'organisation du gouvernement de la recherche. Elle est celle de savoir qui exerce le pouvoir de dire ce qu'est la valeur ou la validité d'une recherche. En cette matière, il existe une majorité, comme ailleurs, comme en matière politique. On dit parfois qu'il existe un mainstream, c'est-à-dire une pratique méthodologique majoritaire qui coïncide avec une représentation majoritaire dans les instances disposant du pouvoir de nommer la science, de dire ce qui est valide, de dire, d'évaluer. Une minorité existe aussi, une pratique minoritaire et plurielle qui aspire parfois à former une opposition.
La question que je pose, n'existe-t-il pas un devoir d'ordre éthique, donc, qui commanderait à ceux qui promeuvent un renouvellement des méthodes de la connaissance juridique de s'engager politiquement, c'est-à-dire dans cette politique-là, de prendre part au gouvernement de la recherche, de se faire élire dans les instances, bref, n'existe-t-il pas un devoir de protéger ainsi ceux à qui on indique un chemin à suivre? Et un tel engagement ne fait-il pas aussi partie de ce que l'on peut appeler la méthode de la recherche, la sensu, si j'ose dire? N'est-ce pas l'un des efforts auxquels nous devons consentir afin d'aboutir à un but déterminé, un but scientifique, qui est aussi un but politique? Je vous laisse avec cette question, qui n'est que la mienne.